Today is our Independence Day. Il raconte ce qui lui passe par la tête. Sa version des faits est totalement erronée. Bien évidemment qu'il ment. Il ment comme il respire, constamment. Tout est faux chez Donald Trump. Certains signes ne trompent pas. Ces trois éléments nous font dire avec certitude qu'on a affaire à un mensonge. Le ton de sa voix laisse entendre qu'il n'est pas aussi sûr de lui que ce qu'il veut faire croire. Pour la première fois, notre équipe va analyser les mots et les gestes de Donald Trump. Ses déclarations. Son père est né et a grandi à New York. Ses méthodes. Il se permet d'embellir la réalité. Et leur sens caché. Il se tortille, c'est typique de Trump. Image par image. Seconde par seconde. Nos spécialistes vont démêler le vrai du faux. L'analyste visuel. J'ai un doctorat en intelligence émotionnelle. Je prends le langage corporel, les expressions du visage et la voix d'un sujet, et je les compare aux messages et aux mots prononcés. L'analyste sonore. Je suis professeur de linguistique. J'écoute et j'analyse le sens d'un message. Pour ça, je me focalise sur ce que dit un locuteur donné, sur la façon dont il parle et sur l'intention réelle derrière les mots. Et la profileuse. Je suis consultante et psychologue légiste. Ces 25 dernières années, j'ai dressé le profil psychologique des esprits criminels les plus célèbres et de personnalités particulièrement complexes. Certains prétendent que Donald Trump déforme la réalité ou qu'il ment pour parvenir à ses fins. Mais croit-il vraiment tout ce qu'il dit? Nous allons revenir sur une vie et un mandat qui ne semblent avoir connu aucune limite. Même le lieu de naissance de son père n'a pas été épargné. Lorsqu'il tente d'amadouer le gouvernement allemand, voilà ce qu'il déclare. My father is German, right? Was German, and born in a very wonderful place in Germany, and so I have a great feeling for Germany. Nous avons là une intervention d'une douzaine de secondes. Elle est parsemée de comportements qui contredisent le message qu'il veut faire passer. Regardez. My father is German, right? Was German, and born in a very wonderful place in Germany, and so I have a great feeling for Germany. Je remarque 5 éléments sur ces images. L'un de ces indicateurs, c'est ce geste, avec les mains. On observe une rotation des deux mains vers l'extérieur. C'est un geste qui accompagne un haussement des épaules d'ordinaire. Cela vient contredire cette affirmation que son père est né en Allemagne. Regardez ses jambes. Il les soulève et les contracte. C'est étrange parce que pendant le reste de l'entretien, il est plutôt détendu. Sauf que là, il est en tension. On le voit également fermer les yeux. Il cligne des yeux 3 fois d'affilée, ce qui est très inhabituel pour Trump. Ces 3 ou 4 clignements sont relativement longs pour Trump. C'est une façon de prendre ses distances avec le message qu'il veut faire passer. Ses commissures partent en arrière à l'horizontale. Ce qui permet de faire ça, c'est le muscle risorius. Il relie la commissure des lèvres aux côtés de la mâchoire. C'est un muscle qui s'active en réaction à la peur. Tous ces éléments combinés nous indiquent qu'on a affaire à un mensonge. Sa façon de parler contient elle aussi des indices. Il dit que son père est allemand, puis il se reprend. À ce moment-là, il apporte une correction à son message. Il remplace « est » par « était », sauf qu'il oublie le pronom. Il dit « était allemand », puis il poursuit. Il oublie encore une fois le pronom. Né dans un très joli coin. Cette omission nous montre qu'il opère une certaine distanciation. Pourtant, ce n'est pas le genre d'information avec laquelle on a besoin de prendre ses distances normalement. En réalité, ce n'est pas son père qui est né là-bas. Voilà ce qui explique ce procédé de distanciation. Son père est né et a grandi à New York.
Mais il n'a pas l'impression de mentir. Il déforme la vérité dans l'objectif de se faire bien voir et de s'attirer les bonnes grâces du peuple allemand. Parce que c'est de notoriété publique, c'est son grand-père qui était allemand, pas son père. Dès le jour de son investiture, le 20 janvier 2017, il devient évident que ce président ne sera comme aucun autre auparavant. Le monde entier voit la pluie s'abattre et la foule sortir imperméable et parapluie pendant la cérémonie d'investiture de Trump. Ladies and gentlemen, the President and First Lady. Le soir même, à l'occasion du Liberty Bowl, But I have to say, the crowd was unbelievable today. You know, I looked at the rain, which just never came. You know, Nous avons là une série de 4 ou 5 clignements d'yeux relativement longs. Un tiers de seconde. you know, we finished the speech. On ne peut pas dire qu'il cligne des yeux. En réalité, il les ferme carrément. Il se met en retrait. Et ça, c'est très louche. Une chose intéressante, c'est la réaction de Melania. Dès qu'il dit que la pluie n'est jamais tombée, on la voit perdre le sourire de manière très soudaine. I looked at the rain, which just never came. You know, we Cela montre qu'elle est aussi étonnée que nous. On voit également ses yeux regarder ailleurs, l'espace d'un instant, ce qui peut être un signe d'anxiété ou de peur. Mais où veut-il en venir? C'est faux. On a ce qu'on appelle des disfluences. On l'entend faire et répéter l'article là, et ça n'arrive pas à n'importe quel moment. C'est quand il parle de la pluie. I looked at the rain, which just never came. Il nous dit qu'elle n'est jamais tombée. Pourtant, juste avant, il dit avoir regardé la pluie. C'est un rétropédalage hyperbolique. On ne peut pas regarder la pluie si elle n'est jamais tombée. I looked at the rain, which just never came. Il est impossible de regarder la pluie si en réalité elle n'est jamais tombée. On ne peut pas savoir. Ce qu'il aurait pu dire, c'est qu'il a regardé les prévisions météo. Ça, ce serait plus logique, mais ce n'est pas ce qu'il dit. You know, we finished the speech, went inside, it poured. Que s'est-il passé en réalité? Nous avons des images de l'événement. And then, amazingly, it rained, and then we went out. It's like God was looking down on us, I will tell you. l'une des principales organisatrices de la cérémonie confirme ce que montrent les caméras. Nous étions là et il pleuvait des cordes. Il raconte ce qui lui passe par la tête. C'est sa version des faits. Il dit ce qui lui chante. Tout est inventé. Quand une vérité est en désaccord avec sa réalité fantasmée où tout est hors du commun, il choisit de faire comme si elle n'existait pas, ou bien il la fait disparaître en argumentant. Mais ce qui est dingue, c'est que tout le monde dans son entourage le brosse dans le sens du poil. Si sa vision de la réalité est si déformée, c'est parce qu'il s'est entouré de personnes qui vont tout le temps aller dans son sens. 4 ans plus tard, le 4 novembre 2020, de fervents partisans se réunissent tandis que Trump refuse de reconnaître sa défaite aux élections présidentielles. I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. Il se tortille, c'est typique de Trump. S'il se tenait là sans son pupitre, je peux vous garantir qu'on le verrait tourner les mains vers l'extérieur, ce qui signifie « je n'ai aucune confiance en ce que je raconte ». C'est signe qu'il ment. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Mais quand il s'agrippe à un pupitre, alors ses mains ne bougent pas, mais on voit son corps se tortiller. Il parvient à dissimuler le mouvement de ses mains en s'agrippant au pupitre. Mais cela se propage dans le reste de son corps avec ce mouvement. C'en est presque comique. C'est un phénomène inconscient quand notre corps vient contredire nos paroles. C'est involontaire. Ça se propage ailleurs, ici, dans ses épaules. C'est comme quelqu'un qui serait trop saoul pour se battre, mais qui refuse de jeter l'éponge. Ah oui, au fait, en Géorgie, le dépouillement a été interrompu. It's also clear that we have won Georgia.
Ah, au fait, ils vont prendre en compte des bulletins frauduleux. I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. Ce que l'on observe dans cette intervention, c'est ce que les psychologues appellent une décompensation narcissique. C'est quand la réalité d'une situation est tellement dure à accepter pour l'ego d'un individu et pour son estime de soi qu'il refuse d'y croire. Alors sa façon de penser devient irrationnelle et on obtient un comportement que l'on pourrait presque qualifier de délirant. It's also clear that we have won Georgia. Sa voix part dans les aigus. Il dit Likewise, we've clearly won North Carolina. une intonation qui monte est associée aux interrogations. Sauf que là, il n'est pas en train de poser une question. C'est une affirmation. Dans sa voix, on n'a pas l'intonation qui descend. Le ton de sa voix laisse entendre qu'il n'est pas aussi sûr de lui que ce que ses paroles veulent bien faire croire. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. New York, 1985. C'est un grand soir pour la famille Trump. Shakespeare said, never follow an empty wagon because nothing ever falls off. Remember, you have to find your spark in life. Because in each and every one of us, there's a tank full of gas. Cet homme qui amuse la galerie, c'est Fred Trump, le père de Donald. Il a fait la fortune de sa famille en construisant des logements en banlieue new-yorkaise. Fred Trump lui-même avait pour habitude de déformer ou de manipuler la réalité. On racontait que ses projets immobiliers étaient mêlés à la mafia et on racontait également que grâce à la fraude fiscale, il aurait évité de payer des millions de dollars d'impôts. La nièce de Donald dresse le portrait de la famille Trump. Bien qu'il le réfute, cette psychologue prétend que l'environnement dans lequel il a grandi dans le Queens, à New York, continue d'avoir un impact sur l'homme qu'il est aujourd'hui. Quand Donald avait 2 ans et demi, sa mère est tombée gravement malade. Elle n'a pas pu s'occuper de ses enfants pendant environ 1 an. C'est une période extrêmement importante dans la vie d'un enfant sur le plan du développement. Il se trouve alors privé du jour au lendemain de sa source principale d'amour et d'affection. Et comme mon grand-père ne portait aucun intérêt aux jeunes enfants, Donald s'est senti abandonné. Il était seul, il était très inquiet et il était désorienté. Il n'avait personne pour l'aider à gérer cette absence. Alors, en réaction, il a fallu qu'il crée un système de défense pour se protéger face à ses angoisses. Et avec le temps, c'est ce qui a forgé son caractère. D'après Mary Trump, en grandissant, Donald s'affirme et devient de plus en plus agressif. Il tient tête à sa mère et à ses enseignants. Mais Fred Trump admire chez Donald ce qu'il appelle son tempérament de tueur. Mon père, Freddie, était le fils aîné de la fratrie. C'était lui qui devait reprendre les rênes de l'entreprise et succéder à mon grand-père. Mon grand-père était très sévère avec mon père, qui était très sensible. Les mauvais traitements qu'a fait subir mon grand-père à mon père l'ont profondément affecté. Essayez de visualiser un peu. On a le jeune Donald Trump qui est témoin de ses comportements. Lui à qui on ne prête pas attention, qu'est-ce qu'il en conclut? Ce qu'il va retenir, c'est que s'il veut se faire accepter par son père, il doit s'endurcir. Il ne peut montrer aucun signe de vulnérabilité. Sinon, alors, il risque d'être humilié et puni. On comprend alors comment ces rapports de force ont façonné la personne qu'il était et la personne qu'il pensait devoir devenir s'il voulait gagner l'affection de son père. Donald veut être au centre de l'attention. Mais l'attention des gens, ça ne remplace pas l'amour. Et d'après moi, il n'a jamais réellement connu l'amour. Il s'est donc lancé dans une quête stérile et interminable pour tenter d'obtenir ce qui lui manque depuis toujours, depuis qu'il a 2 ans et demi. Au fond de lui, c'est encore un petit garçon qui veut qu'on l'accepte et qu'on le remarque.
Plus tard, Donald part à la conquête de Manhattan pour y étendre l'empire familial. Son audace et son culot sont épaulés par l'expertise financière de son père. C'était un rôle qui lui allait comme un gant. Ça ne lui posait aucun problème de se mettre en avant et d'être sous les projecteurs. Il en mettait plein la vue et n'hésitait pas à dépenser sans compter. C'est ce qui a plu à mon grand-père. Et c'est ce qui lui a permis de passer outre le fait indéniable que Donald n'était en réalité pas du tout doué en affaires. C'est son père qui a négocié la majorité de ses premiers grands contrats. Lorsque Donald Trump a été livré à lui-même, il a fait faillite à 5 reprises. People have it or don't have it for certain things, and making deals is really something that just is either there or it's not there. Cette image, le peuple américain la prend pour argent comptant. Celle d'un milliardaire qui a réussi sans l'aide de personne. Ce stratège de talent qui profite de la vie, mais qui travaille dur. Sauf qu'en réalité, rien de tout cela n'est vrai. Mais les gratte-ciel, les casinos et les terrains de golf ne lui suffisent pas. Donald Trump veut sans cesse faire parler de lui. Il devient présentateur de l'émission The Apprentice. Ses audiences records lui valent d'être reconnu aux 4 coins du pays. I tell it like it is. They better know who the boss is. Rapidement, ses ambitions dépassent la télévision et se tournent vers Washington. Pour sa campagne, il dispose d'une arme pas comme les autres. Twitter est son outil de communication, sa ligne directe qui le relie à monsieur et madame tout le monde. Cela a joué un rôle majeur pour sa carrière, car il pouvait parler sans détour et s'exprimer avec grandiloquence, avec vigueur et passion. Il adorait ça. Donald Trump a déclaré que se servir de Twitter, c'est comme avoir son propre journal à sa disposition, mais sans devoir s'inquiéter d'éventuelles retombées judiciaires. Il l'admet donc de bonne grâce. Il peut dire ce qui lui chante à propos de tout le monde, il peut déformer la réalité comme il l'entend, attaquer qui bon lui semble, sans craindre aucune répercussion. En 2011, Trump commence à douter ouvertement de la légitimité de Barack Obama à la présidence. Il a déclaré que Barack Obama était en réalité musulman, qu'en vérité, il n'était pas né à Hawaï ni aux États-Unis tout court. D'après lui, c'était un immigré clandestin qui s'était introduit dans le pays depuis le Proche-Orient. Voilà ce que croyaient les conspirationnistes. Bien évidemment, tout cela était faux. Let him show his records. We don't know anything about this guy. Why doesn't he show the birth certificate? Lorsqu'il est rendu public, l'acte de naissance de Barack Obama prouve qu'il est bien né aux États-Unis. Trump tente alors de s'en attribuer le mérite. Today, I'm very proud of myself. Our president has finally released a birth certificate. Lors d'une grande réception, l'heure de la revanche a sonné. Donald Trump est un invité d'honneur. All kidding aside, obviously we all know about your credentials and breadth of experience. For example, no, seriously, just recently in an episode of Celebrity Apprentice, at the steakhouse, the men's cooking team did not impress the judges from Omaha Steaks. But you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership, and so ultimately you fired Gary Busey. And these are the kind of decisions that would keep me up at night. Ce qui compte pour Donald Trump, c'est que tous les regards étaient tournés vers lui, que l'on parlait de lui. I tapped my wife on the knee. I said, Melania, do you believe this? Everybody's talking about me. They're up there. The President of the United States is talking about me during this whole thing. I'm having a great time. This is unbelievable. Mais selon une majorité d'observateurs, Trump est humilié et compte se venger de tous ceux qui ne l'ont pas pris au sérieux.
and gentlemen, I am officially running. Personne n'y croyait dans la famille. On a cru à une blague. Il ne pouvait pas être sérieux. Je me souviendrai toujours de George Clooney lors d'une conférence de presse. There's not going to be a President Donald Trump. That's not going to happen. And we are going to make our country great again. À présent, on est bien forcé de le croire. Donald Trump prend d'assaut les débats télévisés et veut faire passer son principal rival républicain pour un menteur. Cruz was like, oh, this guy's a liar. That's why we call him lying. We call him Lying Ted. We call him Lying Ted. I never said. Et lors de la campagne présidentielle, il veut faire emprisonner son adversaire démocrate. And then, of course, we have Crooked Hillary. Crooked Hillary. She's been crooked from the beginning. Si les petits surnoms rigolos fonctionnent si bien, c'est qu'ils concentrent notre attention sur une caractéristique précise. Cette personne est alors réduite à cet attribut. Si Hillary est une fripouille, elle ne peut être rien d'autre. Et si Ted Cruz devient un menteur, alors lui non plus ne peut être rien de plus. Ils sont efficaces car ils sont courts et faciles à retenir. Il est très facile de pointer les autres du doigt si c'est dans l'objectif de détourner l'attention et de faire oublier votre personne et vos propres actions. D'après moi, il s'adresse à un public qui croit déjà qu'une grande partie de la scène politique est corrompue. Il ne fait que répéter ce que les gens s'imaginent, sans réellement influencer leurs idées. Mais en agissant ainsi, il leur donne une ampleur tout autre. It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Un mois après son arrivée au pouvoir, Donald Trump prétend avoir remporté la victoire la plus écrasante à l'élection présidentielle en plus de 30 ans. I put it out before the American people. Got 306 electoral college votes. I guess it was the biggest electoral college win since Ronald Reagan. Cette affirmation est rapidement contestée. You said today that you had the biggest electoral margin since Ronald Reagan with 306 electoral votes. In fact, President Obama got 365 in 2008. Well, I'm talking about President Obama 332 yeah. And George H.W. Bush 426 when he won as president. So why should Americans trust you? Well, no, I was giving that information. I was just giving. We had a very, very big margin. I guess my question is, why should Americans trust you when you accuse the information they receive of being fake when you're providing information that's... Well, I was given that information. Mr. President, Une manière de prendre ses distances avec une fausse déclaration consiste à rejeter la responsabilité. On m'a dit, j'ai entendu dire, c'est quelqu'un. Il invoque une tierce personne pour prendre ses distances avec ce qu'il vient de dire. Il se met à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. J'avais une marge énorme. Remarquez comme il ne fournit aucun détail, alors que le journaliste a des chiffres concrets. Tous ces éléments nous amènent à conclure que Trump se sent en difficulté à ce moment précis. Il attaque le journaliste et il attaque la question. Ces deux éléments font partie des 27 signes qui indiquent que l'on ment. Ils sont là. Il en vient à affirmer qu'il a gagné avec une marge plus importante que quiconque depuis Ronald Reagan. Pourtant, ça ne fait aucun doute, c'est complètement faux. I guess it was the biggest electoral college win since Ronald Reagan. Il faut quand même être drôlement complexé. Il faut avoir un vide immense à combler au fond de soi. Il est devenu président des États-Unis et pourtant ça ne semble toujours pas lui suffire. Il a atteint les sommets et pourtant ce n'est pas assez bien pour lui. Ce n'est pas assez exceptionnel à ses yeux. Il ne peut pas s'empêcher d'aller dans la surenchère. Ce besoin de se faire accepter et de se faire admirer, c'est un puits sans fond.
Un gouffre qui ne pourra jamais être comblé. In a few moments, I will sign the 9/11 Victims Compensation Fund for families who lost precious loved ones as a result of September 11th attacks. Thank you. En juillet 2019, le président Trump vient en aide aux rescapés et aux secouristes souffrant encore des séquelles des attentats contre le World Trade Center commis en 2001. Ça aurait dû être un discours extrêmement émouvant. Many of those affected were firefighters, police officers, and other first responders. Trump est capable de prononcer de très beaux discours. Et pourtant, il se permet d'embellir la réalité. And I was down there also, but I'm not considering myself a first responder, but I was down there. Le problème ici, c'est qu'il utilise deux propositions commençant par « mais ». Une proposition commençant par « mais » permet de contredire ce qui a été dit précédemment. Moi aussi j'étais là, mais je ne suis pas vraiment secouriste. Ça fonctionne. Pas besoin d'en rajouter. Ça colle. Ce qu'il raconte, c'est « Nous avons une expérience commune, mais la comparaison s'arrête là parce que vos actions ont été bien plus importantes que les miennes. Inutile d'en rajouter. » Sauf qu'il n'en reste pas là. Il finit par contredire ce message en rajoutant « mais j'étais là ». Il dit « je ne suis pas vraiment secouriste », qui est un message touchant. Malheureusement, il vient tout gâcher en ajoutant « mais j'étais là ». Et aussi parce qu'il se met à répéter « j'ai passé beaucoup de temps avec vous sur place ». Malgré les demandes des médias, Donald Trump n'a jamais fourni aucune preuve qu'il se trouvait bien sur place, en même temps que les secouristes. Comme souvent, on le voit se tortiller. Comme il n'a aucune confiance en ce qu'il raconte, ça se traduit dans les épaules. Et simultanément, regardez comme son index s'agrippe au pupitre au moment où il parle. Sa première phalange devient toute blanche tellement il le presse contre le pupitre. Et en plus de tout ça, on voit sur son visage l'expression de la peur. Sa bouche qui s'étire à l'horizontale. On peut donc affirmer avec certitude qu'il est stressé, angoissé et mal à l'aise, sûrement parce qu'il vient de faire une déclaration erronée. Parmi ceux qui doutent que Trump soit à la hauteur de la présidence, il y a John Bolton. You are going to do a fantastic job, and I appreciate you joining us. It's an honor to be here. Thank you. Bolton, qui a travaillé pour Ronald Reagan et George W. Bush, met de côté ses inquiétudes et est nommé conseiller à la sécurité nationale en 2018. Je pensais que, au bout de près de 15 mois de mandat, le poids de sa fonction, le sérieux des responsabilités qui lui incombaient, aurait eu un impact sur lui, comme ça a été le cas chez tous les autres présidents, en tout cas depuis un siècle. Mais j'ai compris que ce n'était pas le cas. Son rôle de président n'avait eu aucun impact sur lui. Il ne semblait pas comprendre que sa fonction était plus importante que sa personne. Pour lui, la priorité, c'était toujours Donald Trump. Voilà comment expliquer en peu de mots toutes les décisions qu'il a pu prendre, ou presque. Son objectif n'était pas de diriger les États-Unis, mais de mettre en valeur Donald Trump sur la plus grande scène à sa disposition. Ce que cela montre, c'est qu'au plus profond de Trump, c'est le néant total. En fin de compte, après 15 mois à peine, John Bolton démissionne. J'ai confié ma lettre de démission à ma secrétaire et quand je suis rentré chez moi, je lui ai demandé de donner la lettre au bureau ovale, ce qu'elle a fait. 3 quarts d'heure plus tard, Trump a tweeté qu'il m'avait viré. Quand les journalistes m'ont interviewé pour me demander « Mais le président dit vous avoir renvoyé et vous prétendez avoir démissionné. Que répondez-vous à cela ?» Alors je leur ai dit « Entre ma crédibilité et celle de Trump, aucun doute n'est possible. » Je ne pense pas que Trump mente délibérément. En réalité, il n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Sa vision de ce qu'il considère comme vrai et appartenant à la réalité est tellement déformée, selon moi, que la première personne qui finit par se laisser berner par ses mensonges, c'est bien souvent Trump lui-même. Après les accusations de déformation de la réalité et de mensonges,
Une question insolite se pose. Est-ce bien la vraie Melania Trump? Chaque fois qu'elle sourit, c'est un événement tellement rare que cela a poussé certains à se demander s'il n'y aurait pas de fausse Melania qui lui servirait de doublure. L'hypothèse de la fausse Melania commence à circuler sur Internet en 2017, devient virale, avant d'être évoquée ouvertement dans des émissions télévisées. Donald Trump tente de faire taire les rumeurs et tweet que cette fausse Melania a été inventée par de mauvais journalistes qui ont falsifié une image. Chaque fois que j'entends cette histoire, j'éclate de rire et je m'énerve. Non mais vous n'êtes pas sérieux? Quand on connaît Melania, on sait que jamais elle ne laisserait sa place à quelqu'un d'autre. Jamais. Et si sa doublure était mauvaise? Il n'y a pas de fausse Melania. Le fait que les gens puissent envisager qu'il y ait de fausses Melania, c'est très révélateur de la présidence Trump, car jamais auparavant les gens ne s'étaient interrogés de la sorte à propos d'une première dame. Je crois que cela montre bien comment Trump était perçu par de nombreuses personnes. Les questions de vérité et de mensonge dominent la conférence de presse la plus surréaliste qui ait jamais été tenue à la Maison-Blanche, après que Donald Trump a déclaré que les migrants tentaient d'envahir les États-Unis. Your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and so on. But they weren't actors. They're not going to be doing that. They weren't actors. Well, no, it's true. Do you think they were actors? They weren't actors. They didn't come from Hollywood. These were people. This was an actual, it happened a few days ago. And they're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. Right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, that's enough. I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. Jim, Peter, go ahead. In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts his butt. Well, I'm not like a big fan of yours either, so I understand. To be honest. So let me ask you a question if I can. You repeatedly said... You aren't the best. Mr. President, you repeatedly, over the course of the... just sit down, please. Well, when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President. Une agressivité destructrice est typique de ceux qui sont à un poste clé et qui sont en position de leadership. C'est caractéristique de ce qu'on appelle la triade funeste. Cette triade est un mélange de narcissisme, de machiavélisme et de psychopathie. Il faut s'affirmer pour diriger une grande entreprise. Il possède une personnalité très extrême. Les traits de personnalité antipathique sont courants chez les personnes qui ont des postes à responsabilité très élevés. Mais on ne considère pas cela comme un trouble mental. Loin de là. Si vous êtes président d'un pays, il faut parfois être agressif quand on subit des attaques. On retrouve ça souvent chez Trump. J'ai observé chez lui près de 50% de ces signes distinctifs. Mais les hommes d'affaires les plus doués et les personnalités politiques les plus brillantes, bien qu'ils aient une tendance modérée à la manipulation, à la psychopathie et au narcissisme, possèdent également des traits de personnalité beaucoup plus attachants, tels que la compassion et l'humilité. Son hostilité s'exprime de façon démesurée, mais on ne retrouve chez lui aucune gentillesse, aucune douceur pour équilibrer. Before the end of the year, we will have a safe and effective vaccine and we will defeat the China virus. You see how good we're doing relative to other countries and other parts of the world, but the fake news doesn't like saying that. They don't like telling you that. Quand Donald Trump accuse les médias de mentir au sujet de la pandémie de Covid-19,
Pour beaucoup, la campagne présidentielle prend un tournant. La réaction du gouvernement américain n'a pas été à la hauteur de ce à quoi nous étions habitués. Elle était incohérente, et ceci principalement à cause de Donald Trump. L'inquiétude monte quand le président s'enthousiasme pour un prétendu traitement du virus au désinfectant. Il s'adresse directement au docteur Deborah Birx, la coordinatrice coronavirus officielle de la Maison-Blanche. Il se rappelle une conversation qu'il semble avoir eue avec Deborah Birx juste avant de monter sur cette estrade. Oh là! On a droit à plusieurs réactions de la part du docteur Birx. D'abord, elle se met en retrait. Son regard se pose par terre. On la voit en train de remuer les doigts. Quand on regarde ses mains, pendant qu'il parle, elle les remue sûrement pour se calmer. Et ses jambes se serrent, en réaction à la crainte et à l'angoisse du sujet qui est abordé à ce moment-là, au ridicule de la situation. Quand on est stressé, le corps se tend. Souvent, ça se traduit dans les jambes, car la réaction naturelle dans une situation de peur, c'est de fuir la menace. Si elle se dit que sa réputation risque d'être entachée, que c'est une situation délicate et qu'elle a peur, alors toute l'énergie est dirigée vers les jambes pour prendre la fuite. Cette tension, si vous ne pouvez pas courir, va se traduire en serrant les jambes. Elle dissipe donc cette énergie obtenue par l'afflux sanguin vers les muscles des jambes. Comme elle ne peut courir, alors elle serre. La presse aussi l'a remarqué, car on entend le bruit des appareils photo en fond sonore. Si elle pouvait prendre ses jambes à son cou, elle n'hésiterait pas une seconde. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets. Il dit quelque chose de très problématique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il montre qu'il doute de lui, car le volume de sa voix diminue. Il leur suggère que ça pourrait être une bonne idée de vérifier s'il est possible d'ingérer du désinfectant. La pauvre femme ne peut rien faire d'autre à part rester assise sans bouger. On ne souhaite à personne de devoir affronter une pandémie, mais cela a été l'occasion pour beaucoup de voir à quel point Donald Trump brillait par son absence de leadership et combien il était dépassé par la situation malgré l'importance de sa fonction. Tout va bien, il n'y a rien à voir, circulez. Hey, by the way, I had it. Here I am. I mean, you know, here I am. And now they say I'm immune. Il passe des mois et des mois à dire « Mais non, ce n'est rien du tout », comme si admettre l'existence de ce virus était un signe de faiblesse, sauf qu'il ne veut montrer aucun signe de faiblesse. C'est comme s'il faisait un concours d'apnée. Qui tiendra le plus longtemps sans respirer? Qui sera le premier à craquer? Certainement pas le virus, en tout cas. Novembre 2020. Donald Trump est en train de perdre l'élection présidentielle. Good afternoon from a very sunny Washington, where in the last few minutes Joe Biden has gained enough votes to be declared the next president of the United States. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. Trump prononce un discours plein de défiance. Mais que nous dit son langage corporel? Thank you very much. Thank you. To protect the integrity of our very important 2020 election, if you count the legal votes, I easily win.
Dès les premiers mots, on voit Trump se tortiller. Il remue les épaules, il tortille les épaules. C'est un effet secondaire d'un geste qui signifie « je ne suis pas du tout sûr de ce que je raconte ». Le ton de sa voix est très différent dans cet exemple. Trump est un homme qui prend plaisir à communiquer. Il utilise sa voix de manière très intéressante. Ici, elle est monotone. Et c'est le cas pendant presque toute son intervention. Ce n'est pas forcément évident, mais on a une expression du visage qui traduit la tristesse. Tout ce que Trump laisse transparaître pour exprimer la tristesse, ce sont des sourcils légèrement plus à l'horizontale. Voyons cela de plus près. Voici à quoi il ressemble d'ordinaire, par rapport à cette autre image sur la droite, où on le voit tirer l'intérieur des sourcils vers le haut. Les sourcils sont à l'horizontale, les paupières sont détendues, ce qui est un autre signe indicatif de la tristesse, mais aussi les commissures tournées vers le bas de quelques millimètres. Si vous prenez le message, que vous l'imprimez et que vous le lisez, vous entendrez les mots de quelqu'un qui a réellement l'impression d'avoir remporté l'élection. Pourtant, si vous coupez le son et que vous ne l'entendez pas, on voit un homme qui a perdu. Les chaînes de télévision et les réseaux sociaux commencent à désavouer Trump. Twitter s'est mis à ajouter des précisions sous les messages de Trump pour signaler que ses déclarations étaient sujettes à controverse. Même Fox News a bien voulu reconnaître que ce qu'il disait n'était pas vrai. C'est ce qui vient renforcer sa volonté de se poser en victime. Il est désemparé. C'est la première fois de sa vie que Donald se trouve dans une situation dont l'issue lui échappe totalement. Personne ne peut le sauver. Personne ne peut user de son influence pour modifier les résultats. Il faut tout de même reconnaître qu'il est très à l'aise devant les caméras. C'est un homme de scène. C'est l'un des meilleurs que l'on ait vu, d'après moi, dans l'histoire moderne de la politique partout dans le monde, depuis 50 ans. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. La définition d'un mensonge est la suivante. C'est une tentative délibérée de tromper l'autre sans qu'il ait été prévenu au préalable. Si vous choisissez des chiffres de manière sélective pour vous faire bien voir, vous et votre parti, et que vous cherchez à influencer les gens pour qu'ils aient une image positive de vous, alors il y a un déséquilibre. C'est une supercherie. C'est une tentative délibérée de faire croire que sa version des faits et que son avis sont les bons. Il est très difficile de reconnaître sa défaite et de dire « Bon, d'accord, finalement le système est équitable. J'aurais dû être un peu plus mature et reconnaître qu'il a gagné. Bravo, Joe. » Aucun de ses discours ne semble suggérer qu'il est prêt à le faire. Bien évidemment qu'il ment. Il ment comme il respire, constamment. Mais ça va bien au-delà, car le problème chez Donald, c'est que plus il raconte un mensonge, plus il réussit à se convaincre qu'il dit vrai. Trump a une mentalité qui lui est propre, mais il en a repoussé les limites jusqu'à l'extrême, parce qu'il doit sortir vainqueur à tout prix. Pour son père, si vous n'étiez pas vainqueur, alors forcément vous aviez tout raté. Et ça, c'est extrêmement humiliant. Pour Donald Trump, c'est inacceptable parce que malgré tout, en fin de compte, selon moi, il a encore au fond de lui ce petit garçon apeuré qui cherche à se faire accepter par son père.